Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. J'ai envie d'ouvrir cet épisode par une question. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'il y a certains entrepreneurs qui sont en mode turbo, pendant que d'autres avancent au rythme de l'escargot? Je pourrais le formuler autrement. Pourquoi est-ce que certains ont des succès fulgurants, rapides, pendant que d'autres galèrent pendant des années? Ces questions, je me les pose depuis longtemps. J'imagine que je ne suis pas la seule et peut-être que toi, il t'arrive de te les poser aussi. Et au fil des années, je m'observe beaucoup. Je côtoie aussi beaucoup d'entrepreneurs qu'on peut qualifier des entrepreneurs à succès. La notion du succès, elle est subjective, on est d'accord. Au fil des années, j'ai identifié des éléments de réponse. Et tu sais, au fil des épisodes de ce podcast, je te partage certaines de mes réponses. Et ici, plutôt que de t'offrir à nouveau mes propres clés, j'ai eu envie d'inviter un expert pour qu'il te partage sa vision personnelle, ses réponses personnelles à ces questions. Et j'ai choisi un invité particulier à plusieurs égards. D'abord, c'est un homme. Alors, on est d'accord, ici, rien que ça, c'est spécial. Il dirige une entreprise qui est une entreprise particulière. J'ai envie de dire, c'est une entreprise dans le dur, puisqu'il est dans la construction de maisons. Et en plus de tout ça, il est coach business, et il accompagne en particulier des entrepreneurs hors des normes. Aussi, je pourrais dire surtout, c'est un homme au grand cœur. Et il a eu un sacré courage. Parce qu'il a eu le courage d'être mon propre coach il y a 3 ans. Et je peux t'assurer qu'il faut une forme de courage pour assurer cette mission-là. Et cet homme, il se nomme Sébastien Dourte. Avec le sommet Entrepreneur hors de normes, j'ai découvert plein de choses. Mais il y a une chose, entre autres, que j'ai découvert, c'est que j'adore mener des interviews. Alors c'était vraiment une joie pour moi d'interviewer Sébastien pour cet épisode. Et l'échange qu'on a là, c'est un peu comme une navigation dans les eaux de l'entrepreneuriat. On accoste sur plein de petites îles où je t'emmène. Je t'invite à nous rejoindre. Et pour te donner un aperçu de ces petites îles où tu vas embarquer avec nous, on va parler de comment reprendre la maîtrise de ton temps. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? C'est quoi vraiment la vente? En quoi c'est un métier d'échec? L'importance de l'écoute. Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes sur la voie de l'entrepreneuriat? Dans le contexte qu'on vit actuellement, comment tirer ton épingle du jeu? Puis bien sûr, on va parler des succès rapides. Pourquoi certains sont rapides, d'autres moins? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, bienvenue avec nous dans cette belle navigation. Avant de plonger dans cet épisode, j'ai un petit mot particulier à te dire. Tu sais que je te demande de ci, de là, si tu veux bien offrir au podcast une note, un commentaire sur ta plateforme où tu l'écoutes. Je sais que c'est du temps pour toi. Je sais que c'est un geste engageant. Et je ne le prends pas à la légère. De même que tu consacres du temps à écouter ces épisodes. Je ne le prends pas à la légère. Et de même que je consacre aussi beaucoup de temps à l'écrit. Et c'est important pour moi. Tu vois, j'aime voir que là, on échange notre plus précieuse ressource, notre temps. Alors j'avais juste envie de te dire merci. Merci pour ta confiance, ton engagement. Et maintenant, belle écoute. Bonjour Sébastien.
Bonjour Anne-Valérie. Je suis très très heureuse de t'accueillir sur le podcast Entreprendre hors des normes. Un homme est dans la place. Je m'en réjouis. Alors nous avons des hommes parmi les auditeurs, mais je suis sûre que les auditrices vont se réjouir aussi. Alors je suis très heureuse pour plein de raisons. D'abord parce que je t'apprécie beaucoup, Sébastien, et pas seulement parce que tu m'as accompagné un moment courageusement, courageusement pendant quelques mois, voire années, à une époque où j'étais dans un mastermind que j'ai quitté depuis. Et tu m'as accompagnée dans mon parcours d'entrepreneur. Et au-delà de ça, parce que tu es un être, un humain, dont je me sens proche en termes de valeurs, d'aspiration, de désir d'évolution, de position dans la vie. Alors, on se connaît depuis quoi, 3 ans à peu près maintenant? Ça doit faire 3 bonnes années, quelque Oh chose oui. comme ça. Et ouais, ça a commencé, tu étais mon coach, et puis j'aime beaucoup l'amitié qui s'est tissée depuis et le lien qu'on entretient ensemble. Et j'ai eu envie donc de partager avec mon audience aujourd'hui cette amitié, ce parcours qui est le tien, et puis cette spécificité que tu as, qui est d'accompagner depuis un bon moment des entrepreneurs. Donc, tu es entrepreneur toi-même, tu accompagnes des entrepreneurs, donc de cette double expérience de ton vécu et puis de ton expertise au service des entrepreneurs. On a beaucoup à apprendre et je sais qu'il va y avoir des pépites à extraire de cette rencontre. Je vais te laisser te présenter, mais je vais juste dresser allez, un vaste panorama. Tu as repris une entreprise familiale, je laisse un peu de mystère, tu nous diras de quoi il s'agit. Et en même temps, tu as développé une activité de coach. Et quand on s'est rencontrés, je me rappelle une de mes premières pensées, parce que je te voyais extrêmement disponible, présent, à l'écoute, engagé dans ton activité de coaching. Et à côté, il y avait cette entreprise qui est très exigeante. Et je me disais, waouh, mais comment fait-il pour être dans ce côté assez zen? Alors, je sais que tu pratiques les arts martiaux, on en parlera peut-être cette Mhm. si belle présence dans ces deux activités-là. Et comme dans l'audience, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont par monts et par vaux débordés, sous l'eau, je pense que tu as des leçons à nous donner aussi là-dedans. Et parmi les entrepreneurs que tu as accompagnés, que tu accompagnes encore, on peut dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs entre guillemets. Alors là, on ne me voit pas forcément, mais je fais des gros guillemets avec mes doigts, là, deux accroches, des entrepreneurs à succès. Et donc, ça va être super riche de découvrir ce que tu voudras nous partager de ce que tu as appris en les accompagnant, ces personnes-là. Alors, pour commencer, j'aimerais beaucoup que tu te présentes avec tes mots à toi, Sébastien. Eh bien, merci tout d'abord Anne-Valérie de me recevoir dans ton podcast. C'est beaucoup d'honneur pour moi. Tu sais que euh, les sentiments que tu as pour moi sont partagés également de mon côté. Tu sais que ça a été, en fait, je pense que c'est une histoire de rencontre, hein. La vie est faite de rencontres. Et le fait que j'ai eu l'opportunité de te coacher, bah, ça a été une magnifique rencontre pour moi. Oui, ça a été du challenge, je t'en as parlé tout à l'heure. Mais ça a été un vrai plaisir. Et puis voilà, puis, bah, et du coup est née cette amitié. Et puis on a continué à se fréquenter sur ce chemin, sur ton chemin entrepreneurial et sur mon chemin à moi. Donc, en tout cas, merci beaucoup et ça me touche beaucoup, hein, que tu m'aies invité. Puisqu'il faut parler de moi et puisque c'est le Oui. jeu, on va le faire. Donc, effectivement, moi j'ai tout d'abord un parcours d'entrepreneur. Oui, j'ai repris une entreprise familiale et puis dans un secteur d'activité particulier qui est la construction de maisons individuelles. Donc, voilà, on imagine le gars du bâtiment, hein, un peu brut de décoffrage, voilà. Mais comme tu l'as dit, qui a toujours été dans la transmission, qui a toujours été dans l'enseignement, puisque j'enseigne les arts martiaux depuis un certain nombre d'années également. Donc, on va dire que le monde des arts, le monde de l'énergie, le monde de la transmission, ça m'a toujours attiré. Et en fait, en 2020, quand bah, le Covid est arrivé, que la cinquantaine allait arriver aussi pour moi, je me suis posé quelques questions, comme tout à chacun, et j'ai souhaité me faire accompagner, en fait. Je me suis fait accompagner par une entreprise que tu connais bien, hein,
qui avait des programmes, à la fois des programmes de coaching business ou de coaching plus développement personnel. Et c'est grâce à cette entreprise, en fait, où j'ai choisi un programme plus développement personnel, puisque moi, j'avais déjà mon entreprise et elle était déjà bien développée. Et c'est grâce à ça que je suis rentré dans le monde du coaching. Et du coup, c'est un monde que j'ai adoré. Et je me suis posé la question, mais est-ce que j'aimerais moi aussi faire ça? Est-ce que éventuellement je pourrais avoir quelques qualités pour faire ça? Et donc, j'ai décidé de me lancer. Et en 2021, quand cette entreprise a cherché à développer son nouveau programme pour des entrepreneurs de plus haut niveau, et tu faisais partie de ce mastermind-là, bah, j'ai candidaté tout simplement. J'ai candidaté en tant que coach et j'ai été retenu. Donc, j'ai commencé à accompagner bah, des personnes comme toi. Ça a été surprenant parce qu'effectivement, ça a été, encore une fois, une histoire de rencontre. Tout a matché. Je me suis vraiment plu dans ce rôle-là. A priori, les clients étaient très satisfaits. J'avais plutôt des bons retours. Du coup, on m'a confié de plus en plus de clients. Et ce qui m'a permis, du coup, d'avoir, enfin, vraiment de prendre énormément d'expérience du fait de la différence de chacun, parce que chacun a son parcours, chacun avait son business model, chaque entrepreneur est différent. C'est un homme, c'est une femme, c'est un business model particulier, c'est une niche particulière. Il faut être capable de s'adapter. Euh, voilà, et donc de fil en aiguille, bon, je me suis rendu compte que bah, au-delà de l'aspect accompagnement business, où là, je pouvais quelque part faire un peu de mentorat du fait de mon expérience. Bah, j'ai compris aussi que derrière l'entrepreneur, il y avait un être humain. Et donc, bah, que ces femmes et ces hommes étaient sujets à beaucoup de tensions, beaucoup de pression liées à la création ou au développement de leur entreprise. Et que donc, si on veut pouvoir accompagner l'entrepreneur, il faut aussi accompagner l'être humain. Donc, du coup, je me suis formé à l'accompagnement de l'humain, donc à du coaching de l'humain, hein, plutôt que du coaching business. Et ce qui m'a permis peut-être aussi de pouvoir mieux comprendre et de mieux aider les personnes que j'accompagnais au-delà de la partie mentorat, je dirais. Mm. Donc, merci beaucoup, merci Sébastien pour voilà, nous avoir emmenés dans ce voyage de comment tu es devenu coach. Et tu nous as en effet partagé le fait que tu dirigeais une entreprise dans une construction de maison. Ce qui est en effet voilà, un métier où tu es quand même dans le dur et un métier très exigeant avec ses contraintes, avec t'as des équipes, etc. Et j'aimerais maintenant que tu répondes à cette question que j'avais dû te poser au tout début de l'accompagnement, mais comment fais-tu? Mm. Parce que en tant que coach, je te voyais moi à 100% et t'accompagnais de très nombreux coachs du mastermind, de très nombreux entrepreneurs du mastermind. Et puis, tu avais en même temps cette entreprise, voilà, volumineuse, on va dire, à gérer et développer. Donc, il y a des questions d'énergie, il y a des questions d'organisation, des questions de posture, de leadership. Est-ce que tu peux développer ça? Parce que c'est un thème tellement récurrent Oui, euh, chez les femmes que j'accompagne, c'est comment je gère mon temps, comment je gère mon énergie, comment je peux être sur tous les fronts. ok. Ouais, effectivement, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que quand je suis arrivé en tant que coach, j'avais ce gros background d'entrepreneur. Et surtout, ce que j'avais réussi à faire déjà, c'était que j'avais réussi à déléguer en fait énormément le fonctionnement de mon entreprise, voire même de mes entreprises, puisque en fait, j'ai une marque de construction, enfin une marque de maison, et j'ai des concessionnaires de ma marque. Donc en fait, j'étais arrivé à un moment donné dans le développement de mon entreprise où bah, en fait, mon rôle a été plus d'accompagner ces personnes-là au développement de leur entreprise. Mais par contre, pour ce qui est du terrain, effectivement, on a mis des process en place, on a mis une organisation en place qui fait que moi, pour moi, le quotidien était géré. Hein. Hmm. Je me suis retrouvé, évidemment, à avoir beaucoup de temps. Hein. Et ça, c'est peut-être quelque chose auquel on ne s'attend pas, parce qu'on peut rêver d'avoir envie de complètement déléguer son entreprise, sauf qu'on oublie que ce qui nous a amené là, c'est le plaisir
de faire, c'est le plaisir d'agir et le plaisir de faire monter, hein, cette entreprise. Et puis que du coup, bah, on se retrouve à un moment donné où quand tout a été délégué pratiquement, bah, on n'a pratiquement plus rien à faire. Ça Alors, ça devient paraît, un autre problème, un nouveau problème. ça peut devenir un autre problème, oui. Ça peut paraître magique, mais ça peut devenir un autre problème parce qu'on dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées, hein? Donc à ce moment-là, oui, il m'est venu l'idée bah, en fait, c'était en lien. En fait, j'étais déjà quelque part parce que j'accompagnais chaque dirigeant, chaque concession de ma marque à se développer. Bah, le lien, c'est vite fait entre bah, j'accompagne pour mon propre groupe, mes propres, je dirais, partenaires ou associés, j'accompagne éventuellement d'autres entrepreneurs dans des niches complètement différentes. Et c'est là, pour le coup, ça m'a fait grandir parce que j'ai appris beaucoup pendant ces années-là où j'ai pu accompagner des personnes dans des niches totalement différentes que celles du bâtiment. Et voilà, j'avais réussi donc à bien organiser, bien structurer mon entreprise. Du coup, j'avais beaucoup de temps. Et bah, du coup, c'est la raison pour laquelle je pouvais être disponible et quasiment à 100% pour les personnes que j'accompagne. Alors, j'aimerais bien justement que tu nous emmènes un petit peu dans les arcanes et les secrets de ces entrepreneurs que tu as accompagnés, parce que je connais aussi ton esprit, ta sagacité, ta capacité d'observation, d'écoute, d'analyse. Et il y a une question que je sais que beaucoup se posent, c'est mais ceux qui réussissent, qu'est-ce qu'ils ont en plus? Qu'est-ce qui fait la différence? Et souvent, c'est même pas tourné comme ça. C'est tourné dans l'autre sens. Qu'est-ce que moi, j'ai pas? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Moi, je préfère la tourner de la première manière. Oui, Qu'est-ce qui, voilà, c'est quoi? Et ça m'intéresse vraiment. Et moi aussi, à un titre personnel, parce qu'on en a jamais vraiment parlé sous cet angle. Qu'est-ce que tu as pu observer comme très commun TRITS, et ça peut être des comportements, des habitudes, des schémas de pensée chez ceux qui réussissent et réussissent. Voilà, chacun met ce qu'il veut dans la définition de la réussite, mais il y a quand même, quand on est entrepreneur, une notion de, même pas de chiffre d'affaires, mais de revenus ou de marge et d'épanouissement en même temps et de ce qu'on ressent sur ce chemin-là. Donc voilà, est-ce que tu veux nous partager ce qui se passe dans les secrets des entrepreneurs qui réussissent? je veux bien. Je veux bien, mais avant de vous partager ces secrets-là, euh, je pense déjà il faudrait revenir sur la question de c'est quoi réussir en tant qu'entrepreneur, parce que je pense que ce qui pose problème à beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'imaginer que réussir, c'est ce qu'on leur propose, hein. Parce que bien souvent, quand on cherche à grandir, bon, on se réfère à des personnages qui ont réussi, mais qui ont réussi sous une forme, d'accord? Et que cette forme-là, elle ne respecte peut-être pas, elle ne convient peut-être pas à tout un chacun, hein. Donc, je pense que l'une des premières difficultés, c'est de vouloir se calquer impérativement face à un modèle. Et c'est là que commencent les problèmes, parce que bah, on est tous différents, on a tous des façons différentes de voir le monde, d'appréhender la vie, de se considérer en réussite ou en échec. Et c'est ça dont il faut tenir compte. Donc ça, pour moi, c'est un des premiers écueils. Euh, alors, euh, qu'est-ce qui fait qu'on puisse se considérer en réussite? Moi, je pense que l'important, c'est de se sentir aligné. Donc, c'est-à-dire aligné avec ce que l'on fait, avec ce que l'on vit. Euh, Développer une entreprise, ça demande forcément de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, c'est la définition de la folie, hein, par Einstein, c'est si vous faites toujours la même chose, n'espérez pas des résultats différents. Oui, il faut faire des choses différentes si vous voulez des résultats différents. Mais sauf que ces choses-là, si vous ne les faites pas, c'est parce que bah, vous n'avez peut-être pas appris à les faire, c'est parce que n'avez pas imaginé qu'on puisse le faire comme ça. Donc, ça demande, je pense, de l'ouverture, ça demande aussi de l'écoute,
ça demande aussi de la réflexion et pas forcément de foncer tête baissée. Euh, Ça demande aussi éventuellement de se faire accompagner. En tout cas, ça permet de gagner du temps pour éviter certains écueils. Donc, voici à peu près les premiers éléments de réponse que je peux te donner. Mm. Quand tu dis ça demande de l'écoute, je suis curieuse de savoir un peu plus ce que tu veux dire par là. Ben, en fait, ça demande de l'écoute parce que déjà, je pense que l'esprit du débutant, c'est important. Euh, c'est un concept qu'on utilise beaucoup dans les arts martiaux. On appelle ça au Japon Soshin, c'est l'esprit du débutant. C'est-à-dire, c'est être capable de dire, OK, peut-être que je sais des choses, peut-être que j'ai appris des choses, mais je dois être capable d'écouter ce qu'on me propose, je dois être capable d'essayer, mais pour de vrai, hein, pas à moitié ce qu'on me propose. Je dois être capable aussi de tester juste pour le plaisir de tester et pour de vrai, hein, d'aller jusqu'au bout. Et puis, bah, si ça marche pas, si ça ne me convient pas, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est être capable d'écoute, c'est ça. C'est être capable d'écoute des solutions qu'on peut apporter, des méthodes, des process, pour essayer de les intégrer. Ça, c'est une première chose. Et puis l'écoute, c'est aussi écouter le marché. Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui a raison? C'est le marché. On peut s'imaginer que on a la meilleure offre possible vue de notre fenêtre, mais celui qui a raison, ça reste quand même le client. Donc, si je ne suis pas capable d'écouter mon client, bah, le risque, c'est que moi, j'imagine quelque chose qui va lui plaire, puis en fait, c'est pas ça qu'il attend, c'est pas ça qu'il veut, c'est pas ça qu'il désire, donc bah, c'est pas ça qu'il va acheter. Et là, ranger son orgueil dans sa poche, repartir sur la planche à dessin et proposer une nouvelle expérimentation. Oui, c'est ça. Et donc, bah, si on pouvait dire une des clés de la réussite, c'est le test and learn. En fait, plus vite on teste son offre, plus vite on a le retour du marché et plus vite on peut s'adapter. Alors après, est-on capable de s'adapter? Et une autre clé, c'est la résilience. Est-on capable ah oui, de laisser son ego de côté, de se dire, OK, bon, j'ai pensé que ça, ce serait l'offre du tonnerre, mais ça ne marche pas. Donc, manifestement, je n'ai pas fait de vente. Donc, donc il faut voilà, s'en tenir aux faits et être capable de résilience, dire, OK, je recommence, je me remets à l'ouvrage et peut-être que je vais essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, essayer de comprendre ce que mon audience, ce que mes prospects ou ce que mes clients de rêve ou clients de cœur veulent. Voilà. Et plus on va se rapprocher de ça, plus vous allez être dans une démarche d'écoute, d'échange l'audience, avec votre audience, bah, plus à un moment donné, le match se crée. Hein. Je vais juste ajouter quelque chose, parce que j'étais en coaching tout à l'heure avec mes clientes et c'est un sujet qui est venu. Euh, Parfois, c'est pas l'offre en fait qui matche pas, c'est la manière de l'offrir aussi. Aussi. Et on a vite fait, je l'observe en fait, de dire, ah, c'est mon offre qui va pas. Bon, je vais repartir dans ma caverne, refaire une autre offre. Et tu vois, pendant comme ça quelques semaines, voire mois, je vais être bien tranquille. Et, et quand tu creuses, tu vois juste bah, que je demande, bah, tu l'as proposé combien de fois ton offre? Trois fois. Ah ben, c'est peut-être juste pas assez en fait. Oui, oui, c'est là où il faut de la résilience, c'est-à-dire qu'il faut la vente, c'est un métier, on dit que c'est un métier d'échec. C'est-à-dire pour avoir un oui, il faut peut-être avoir 8 ou 9 non. Hein. Donc en fait, il faut déjà être capable de recevoir le non. Et encore mieux, peut-être aller les chercher. C'est-à-dire au plus on est capable d'aller chercher le non, au plus on va gagner en expérience et on va gagner en compréhension de ce que veut véritablement son marché, son audience. Et là, à un moment donné, grâce à cette compréhension-là, on va peut-être pouvoir reformuler effectivement son offre marketée, comme on dit, hein, revoir le storytelling ou le marketing de son offre. Bref, reformuler un petit peu son offre. Et là, effectivement, ça peut matcher. Parce que très souvent, c'est pas
le reformatage de l'offre, c'est la reformulation de la manière de présenter l'offre, en fait, qui fait le switch. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Évidemment, il faut vérifier que son offre réponde à un vrai besoin, à un vrai problème, à une vraie douleur, ou à un vrai désir, hein, de son audience. Une fois que ça c'est vérifié, bon, ben, si mon audience désire ça, si malgré tout mon audience n'achète pas, c'est peut-être parce que je ne lui ai pas présenté de la bonne manière. Mm. Effectivement, là, il faut savoir. Et puis, représenter son offre, c'est aussi se représenter soi. Et là, il y a un travail sur soi à faire, je pense, de compréhension de notre singularité, puisque savoir présenter son offre, c'est savoir se présenter, savoir présenter son unicité, sa singularité, ce qui va faire que on soit choisi plutôt qu'un autre. Moi, je pense qu'il n'y a pas réellement, enfin dans le métier, surtout dans le métier de l'accompagnement, il n'y a pas réellement de concurrence. Chacun va trouver son accompagnant, son coach, son mentor, euh, mais sous réserve que ce fameux accompagnant, coach, mentor soit capable de démontrer en quoi moi je suis différent, Mm. en quoi je suis singulier. C'est ça qui va toucher l'audience, c'est ça qui va toucher la personne en face. Euh, et là, ok, ah oui, donc ça, je comprends, ça c'est différent, oui, ça me plaît, oui, ça me parle, oui, ça me touche, et donc je choisis cette personne pour être accompagné. Je bois du petit lait parce que c'est tellement ce que je transmets aussi, parce que on a tous in fine, les mêmes diplômes, les mêmes compétences, les mêmes talents, etc. Mais voilà, c'est cette petite étincelle, ce petit grain de folie, cette singularité, comme pour la nommer classiquement, c'est ça qui fait la différence. On l'a fait là la différence, par notre différencier. J'en viens là à mon cher mantra. Je veux pas perdre le fil de l'écoute, parce que tu nous as parlé d'écouter le marché, en effet, d'écouter les besoins, d'écouter ce qui se passe. Et je sais que je vais t'emmener sur un terrain que tu aimes bien aussi. Et quid de s'écouter soi aussi? Parce Oui, que, et dans ce fameux mastermind où on s'est rencontrés, Sébastien, il y avait un peu une formule à suivre. Et je sais que moi, je me suis perdue là. Je me suis oui, pas assez écoutée à cette époque-là. oui. Et ayant après en plus connu vraiment quels étaient mes besoins, je suis partie dans cette folie de la grande équipe, le scaling, etc. Je ne Mhm. m'étais pas vraiment écoutée. Donc, comment est-ce que tu places cette écoute de soi dans ce spectre de l'écoute, justement? Oui, c'est intéressant et effectivement, ça finit de compléter la notion d'écoute. Euh, c'est pas évident parce que c'est pas évident de s'écouter. Surtout quand on rentre dans un mastermind qui est connu, reconnu, qui a eu de beaux succès, on se dit, bah, bon, bah, si j'applique la méthode, bah, je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Puisque d'autres y sont arrivés, d'autres ont eu du succès, pourquoi moi j'y arriverai pas? Donc après, du coup, on commence à se comparer, on commence à se juger, on se dit, bah, si j'y arrive pas, c'est que j'ai un problème. Si j'y arrive pas, c'est qu'il me manque quelque chose. Non, 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 tout ça, c'est complètement faux. Il ne manque rien aux êtres humains. Les êtres humains n'ont pas de problème sauf à s'en créer. Euh, le seul sujet, la seule difficulté, c'est d'arriver à s'écouter soi, à se comprendre soi, à se respecter, en fait, et à se reconnaître, tout simplement. Euh, reconnaître sa singularité, reconnaître sa différence, et, et comprendre que c'est pas forcément en suivant un modèle de A à Z, en passant par chaque lettre, euh, en faisant du copier-coller, on va y arriver. Donc voilà, ça, mais par contre, c'est difficile. C'est difficile parce que en face, il y a des réussites, donc on se compare. En face, il y a le regard des autres, il y a peut-être notre tendance à nous fixer des objectifs qui ne nous correspondent pas forcément. Et du coup, on se met la pression, on rentre en tension.
Tu sais que moi, je suis sensible à tout ce qui est énergétique. Et quand on crée de la tension dans son énergie, ben, en fait, on empêche l'énergie de circuler. Et à partir de là, on se focus sur des sujets, sur des solutions qui n'en sont pas. Et on finit par se scléroser, on finit par se perdre, effectivement, sous une forme dans un schéma. On ne se respecte plus, on ne s'écoute plus. Donc là, moi, je pense que le premier travail du coach, c'est d'aider la personne qui l'accompagne à se reconnaître et à se respecter et à retrouver le chemin de sa forme de réussite, euh, puisque chaque être humain est capable de réussir sous une forme, mais pas forcément en faisant le copier-coller d'une méthode miracle. Voilà. Hmm. Ça m'inspire beaucoup. Ça me parle beaucoup. Ça parle de mon chemin aussi, que tu connais bien. Et ça parle de beaucoup de ce que je partage aux femmes que j'accompagne aussi. Et partant de là, je m'interroge. Tu as accompagné en effet des entrepreneurs dans plein de secteurs, de plein de stades de maturité, dans plein de modèles de business différents. Euh, Qu'est-ce qui fait selon toi qu'il y en a qui ont ces ascensions fulgurantes et puis d'autres pour qui le chemin est long et lent? Est-ce que tu as des éléments d'explication de ces phénomènes-là? Oui, j'ai des éléments d'explication. Alors, tout simplement, déjà, faut savoir que comme chacun est différent, il y a des gens qui sont paramétrés, on va dire, pour aller vite, et d'autres pas. Il y a des gens qui ont besoin de prendre plus leur temps pour que la réussite arrive, pour que l'alignement se crée. Voilà. Et puis, tout simplement, quand il y a une réussite fulgurante, alors, on parle souvent de réussite fulgurante, mais avant cette réussite fulgurante, il y a toujours eu un travail de fond qui est énorme. Euh, lorsqu'on a accompagné, moi, lorsque j'ai accompagné ces entrepreneurs qui ont réussi euh, de manière impressionnante, c'était quand même des personnes qui avaient déjà un business qui tournait, qui avaient déjà un background, qui avaient déjà, voilà, ils ne sont pas arrivés là par hasard, hein. Donc en fait, ils avaient simplement besoin d'un coup de pouce, bien orienté, et il fallait aussi que le match se passe entre la méthode qui leur a été proposée et leur mode de fonctionnement. Hmm. Effectivement, quand il y a un match à ce niveau-là, là, ça déroule un boulevard et ça avance très, 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 très vite, hein. Et tu as constaté comme moi des réussites de dingue de personnes que j'ai accompagnées. Et c'est chouette de voir ça. Mais on a aussi connu des personnes qui ont été dans la souffrance. Euh, Parce que finalement, il n'y avait pas ce match entre la méthode proposée et l'écologie de la personne. Donc, c'est là où il y a besoin aussi, là, c'est le travail du coach, d'écouter, de respecter et puis de faire en sorte d'aider la personne à comprendre quelle serait pour elle la voie euh, qui soit une voie d'épanouissement, en fait. Parce que, en fait, si on ne se fait pas plaisir sur le chemin, on n'y arrive pas. Enfin, on peut y arriver, mais ça va se faire dans la souffrance. Euh, Ça va se faire, je dirais, au fruit d'un travail peut-être acharné, difficile, euh, voilà, perturbant. Donc oui, on peut y arriver dans la souffrance, ou on peut y arriver, mais d'une manière qui ressemble plus à soi, à un rythme qui soit différent. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont importants en fait. Hmm. Donc, ce que j'entends, c'est la première chose, c'est arrêter de se comparer. La comparaison, c'est un poison et ça nous éloigne de ce qui est juste pour nous. Hmm. Non, la question piège qui vient, c'est comment trouver la voie qui est juste pour nous, cette voie justement à la fois d'épanouissement et
d'évolution vers, et je remets, référence à ce qu'on disait au début sur le succès, notre voie du succès, en fait, qui nous est propre, Hmm. mais comment aller marcher sur ce chemin-là, en fait? Alors déjà, lâcher le chemin des autres, mais comment Mhm. aller trouver le sien, selon toi? Alors, il y a un gars qui s'appelle Linus Pauling, qui a eu 2 prix Nobel, et qui a dit cette phrase que je trouve rigolote, l'idée, pour avoir une bonne idée, il faut déjà en avoir eu plusieurs. J'adore. Donc, ça démontre un peu toute l'humilité de la personne, mais oui, en fait, il faut tester. Il y a pas de secret, en fait. Souvent, le secret, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, il faut tester, alors, c'est vrai que euh, quand on dit il faut tester, il faut aller jusqu'au bout du test, hein. Il ne s'agit pas d'essayer à moitié et puis de se dire, ah bah, ça n'a pas marché. Donc, voilà. Donc, se donner des bonnes raisons pour se dire, bah, j'y suis pas arrivé, c'est normal. Non, non, il faut vraiment aller au bout. Mais par contre, une fois qu'on est allé au bout, euh, eh bien, il faut savoir revenir en arrière, hein. La marche arrière, ça existe. Le rétropédalage, ça existe. Eh bien, hop, on repart, on retrace un nouveau chemin, on réessaye une nouvelle méthode, euh, et pour voir si ça nous correspond mieux, hein. Donc, voilà, je pense que être capable d'avancer jusqu'au bout et également de faire preuve de résilience, se dire, OK, ça n'a pas marché, je suis allé au bout du truc, vraiment pour de vrai, j'ai vraiment fait tous les essais, ça ne me convient pas. Puis je sens que ça ne résonne plus avec ma façon de voir les choses. OK, je reviens. Alors, c'est pas toujours facile de le faire seul, hein, c'est clair. Mm. Euh, c'est c'est toute la richesse du fait d'être accompagné, en fait. Parce que pour moi, le coaching, pour moi, vient du sport. Euh, il ne viendrait pas à un sportif de haut niveau de ne pas être accompagné, hein. Même les champions de très très haut niveau, sont tous accompagnés, ils ont tous un coach. Évidemment, ce sont eux qui jouent leur match, hein. Si on prend un Federer par exemple, c'est pas son coach qui joue le match, hein, sur le terrain, c'est bien Federer qui joue, ou c'est bien Djokovic qui joue. Maintenant, il a quand même quelqu'un qui l'accompagne. Ils en ont même plusieurs, coach. Oui, ils en ont même plusieurs. Ouais. À leur niveau, ils en ont plusieurs, Ouais. parce que préparateur physique, préparateur mental, voilà, ils ont différents coachs en fonction de ce qu'ils veulent travailler. Mais l'entrepreneur, lui, c'est un être humain et il est soumis à des tensions, il est soumis à des pressions, il est soumis à du challenge. Et pourquoi se ferait-il pas accompagner lui aussi? Parce que le match de l'entrepreneuriat, il faut le jouer, Mm. Ouais. hein. Moi, ça me semble plutôt vertueux de se faire accompagner. Ça permet peut-être de plus vite se rendre compte de chemins, justement, qui sont peut-être pas adaptés à qui on est. Euh, et là, je parle de véritables coachs, c'est-à-dire pas de mentors qui veulent vous imposer une méthode que eux, ils ont fait. Donc, du coup, j'ai une méthode. Pour moi, ça a marché. Donc, si Mm. tu copies et que tu colles, ça va marcher. Non, c'est avoir suffisamment d'expérience, connaître toutes les méthodes qui marchent, et puis savoir proposer, guider, accompagner, soutenir, et voir quelle méthode pour la personne va être vertueuse. En effet, ce soutien est extrêmement précieux pour ça. Et puis pour ces moments justement de bifurcation, ces moments qu'on peut appeler autrement d'échecs, si on veut leur coller une étiquette, Oui, euh, ce serait où plutôt des ben, apprentissages. voilà, pour moi, l'échec, maintenant, j'ai vraiment appris à voir la beauté de la chose. Mm. Euh, et c'est ces moments où il y en a qui tombent et ont un mal fou à se relever, en fait, parce que ça éveille tellement d'émotions et le sens Oui, qu'on y donne, etc. Et, oui, et c'est là il y en a beaucoup, en fait, qui renoncent, qui abandonnent, qui oui, baissent les bras. Et c'est dommage parce que c'est inévitable. Et parmi ces belles histoires à succès, tu peux témoigner, il y a plein d'échecs sur ces oui, chemins-là. bien sûr, bien sûr. Oui, alors m'est venu en moi, dans ma tête, l'image
de ce chercheur d'or là qui creuse, qui creuse, qui creuse, et puis qui s'arrête de creuser à 5 centimètres du filon. Et oui, on ne sait pas, hein, peut-être qu'on s'est arrêté de creuser à 5 centimètres du filon et qu'on est en train de louper quelque chose. Bah, c'est là où c'est important d'être accompagné parce qu'effectivement, vivre l'échec, vivre la difficulté, c'est se retrouver en phase de se remettre en question. Oui, il peut y avoir de l'épuisement, il peut y avoir du découragement. Donc, il faut faire le tri dans tout ça. Euh, il faut, il faut, j'aime pas dire il faut, je dois, mais il est bon, on va dire, euh, de pouvoir voilà, accueillir la difficulté. Enfin, la différence entre est-ce que je suis en train de forcer? Est-ce que je suis en train de m'entêter? Ou est-ce que ça vaut le coup de continuer à essayer? C'est dur de trouver la bonne limite, quoi. Ouais. Et en t'écoutant, là, je tissais mon fil et il y a une question qui me titille. Tu sais que j'accompagne seulement des femmes. Oui, Je sais aussi qu'il y a des hommes qui écoutent le podcast. Et je suis oui, curieuse de savoir si, je sais que tu as accompagné autant d'hommes que de femmes, des couples aussi d'ailleurs. Est-ce oui. que tu observes des différences dans le cheminement ou la posture ou l'énergie sur ce trajet d'entrepreneur entre les hommes et les femmes? On n'en a jamais parlé, je suis très curieuse de t'entendre. Oui, j'ai constaté certaines différences. Euh, alors, tu le sais que, euh, alors, je pense qu'il y a, dans le monde de l'accompagnement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, hein. Donc, moi, j'ai été amené à accompagner beaucoup plus de femmes que d'hommes. J'ai accompagné des couples également. Mais c'est vrai que on a, nous, cette difficulté, les mecs, à, à se remettre en question ou à faire preuve de vulnérabilité, hein. Il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit puissant, il faut qu'on y arrive, voilà. Donc, et ça, c'est des freins, en fait. C'est des freins à la réussite. Surtout quand toutes ces attitudes se transforment dans, je dirais, de l'entêtement, hein. Donc, je pense que les femmes ont cette capacité à plus s'écouter, à plus s'accueillir, à, à plus, je dirais, être capable de dire, OK, j'y arrive pas. Bon, eh ben, et alors? C'est pas grave, ça ne remet pas en cause tout ce que je suis. Souvent de fois, les hommes, on associe euh, la réussite au fait de faire des choses, euh, ou d'avoir des choses. Alors qu'une femme, elle est beaucoup plus dans l'être, voilà, et on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, hein, on n'est pas des avoirs humains. Donc voilà, ça c'est quand même assez important de le souligner. Donc oui, il y a des différences, il y a des distinctions. Je pense que une des clés pour qu'une femme réussisse, c'est qu'elle réussisse en tant que femme, c'est-à-dire qu'elle n'essaie pas de se calquer sur des modèles masculins. La grande difficulté, c'est qu'il y a quand même plus d'hommes entrepreneurs et plus d'entrepreneurs à succès, mais ça, c'est une question d'histoire. Mais tout ça, voilà, au fil du temps, va changer pour votre plus grand bien, et ça, j'y travaille. Merci pour ta contribution, Seb. Ah oui, parce que je trouve ça dommage, je trouve ça tout à fait anormal que ce soit pas équilibré de ce point de vue-là, mais enfin, c'est l'histoire, hein, qui veut ça. Et donc, du coup, ben, quel modèle on a? On a plutôt aujourd'hui les modèles d'un homme qui réussit plutôt qu'une femme qui réussit. Et donc, bah, je dirais que le plus court chemin pour se planter, c'est de dire, bah, en tant que femme, c'est de dire, bah, je vais faire comme ces hommes-là. Et non, bah non. Je pense que vous avez votre chemin à trouver, votre façon à vous de réussir. C'est comme ça, à mon sens, que vous allez pouvoir réussir et pas en faisant du copier-coller d'un modèle masculin.
Et quels sont selon toi les grands atouts justement des femmes dans l'entrepreneuriat? Parce que tu as parlé de la vulnérabilité, mais je sais que beaucoup des femmes que j'accompagne le voient plutôt comme une fragilité, une difficulté, quelque chose à dépasser. Moi, je le vois vraiment comme une force, mais c'est pas perçu spontanément comme ça. Euh, Quels sont selon toi ouais, les grands atouts féminins? Alors, en fait, je vais employer des mots, et alors après, le problème des mots, c'est qu'on peut leur donner soit une connotation négative, soit une connotation positive. Si je parle par exemple de sensibilité, pour moi, c'est quelque chose de positif, à ne pas confondre avec la sensiblerie, par exemple. Mm. Donc, faire preuve de sensibilité, être sensible au monde qui nous entoure ou être sensible à soi, ce sont des qualités. C'est une qualité qui va permettre à l'être humain de pouvoir connecter bien plus facilement avec le monde qui l'entoure, donc avec le vivant, mais donc avec ses clients, avec son audience. Donc tout ça, forcément, pour moi, c'est un atout. Donc si on parle de sensibilité, c'est Mm. un atout. Euh, Être capable de dire, euh, de reconnaître que quand on n'a plus la force, hein, et savoir s'arrêter. Euh, Ça, c'est aussi important pour ne pas arriver au burn-out, hein. Alors, j'ai pas de statistiques là-dessus. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui arrivent au burn-out? Je ne sais pas. Ça, j'ai pas de statistiques là-dessus. Mais là, c'est votre capacité d'écoute qui peut faire la différence à ce niveau-là. Euh, voilà, le caractère fonceur des hommes, même s'il y a des hommes qui sont plus yin que yang, hein, donc il ne faut pas faire des généralités, mais bon, on a plutôt tendance à voir l'entrepreneur fonceur, voilà, alors qu'on peut réussir aussi, voilà, il y a des hommes aussi qui ont réussi à faire de grandes choses et qui avaient plutôt une énergie yin, hein. Si on prend ne serait-ce que Gandhi, par exemple, c'est quand même quelqu'un qui a fait quelques trucs, mais bon, c'était pas un Elon Musk, par exemple, hein. Pourtant, sous sa forme à lui, il a réussi de belles choses. Hmm. Alors, on est en train d'enregistrer ce podcast là en février 2024. Je le situe pour toutes celles qui l'écouteront dans les mois, voire années à venir. Et on est dans une période particulière, une période économique troublée. Voilà, il y a beaucoup d'agitation, de peur, de lourdeur. L'environnement est pesant. Et c'est pas facile de se protéger des peurs, crise, récession, inflation, prix, les gens ont plus d'argent, ils achètent plus, c'est la morosité, il y a tout un magma autour de ça. Moi, je crois énormément que dans chaque crise, il y a une opportunité, etc. Comment est-ce que tu vois, toi, au sens large, le marché dans lequel là on est actuellement et les perspectives pour les entrepreneurs dans le contexte actuel? Bah, dans le contexte actuel, c'est toujours celui qui va réussir, celui ou celle qui va réussir à donner envie, qui va effectivement remporter la timbale, on va dire, hein. Donc, si je me laisse euh, emporter par les mauvaises ondes, on va dire, le fait qu'effectivement, sous certains aspects, il existe une forme de difficulté économique, il existe une forme de sinistrose, ok, mais on n'est pas obligé encore une fois, de suivre ces modèles-là, d'accepter que ce soit une fin en soi. Et c'est là, peut-être, où il faut être capable, voilà, de dire j'ai la possibilité de penser différemment. J'ai la possibilité de choisir ma propre voie. Euh, je ne dis pas que forcément que ma voie est la meilleure. Je ne dis pas que euh, tous les autres ont tort. Je dis simplement que voilà, plein de personnes ont le droit de penser que la crise économique
pèse, que on vit une certaine forme de marasme. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il a envie de penser. Mais ce qui veut dire qu'on a le droit aussi de penser le contraire. On a le droit de se dire qu'on peut, malgré tout cela, arriver à faire quelque chose. Moi, j'ai, euh, j'ai une cliente qui m'a appelé la semaine dernière. On lui a construit sa maison en 2005, donc il y a pratiquement 20 ans. C'est sa première maison. À l'époque, le prix des maisons était à 1000 euros du mètre carré, hein, hors terrain. D'accord? Mhm. Donc une maison de 90 mètres carrés, c'était 90 000 euros. C'est facile à calculer. Aujourd'hui, en 2024, la même maison de 90 mètres carrés, alors évidemment, les matériaux ont changé, tout ça, mais quand même, ça reste une maison de 90 mètres carrés, elle est à 2000 euros. Donc, c'est 180 000. Donc, effectivement, il y a des phénomènes comme ça qui font que, oui, ça risque de devenir compliqué pour une certaine partie de de la population. Moi, si je me concentre effectivement là sur toutes ces personnes qui, malheureusement, je suis très déçu pour eux. Si je me concentre sur toutes ces personnes-là qui n'ont plus aujourd'hui la possibilité de faire construire, bah, je peux décider de fermer mon entreprise, puisque je me dis, bah, je ne ferai plus de vente. Fort heureusement, il y a quand même des gens qui ont de l'argent encore. Il y a des seniors, il y a des secondo-accédants, il y a des gens qui ont du budget, il y a des gens qui ont des moyens de faire des maisons de 200, 250, 300, 350, 400 000 euros. Bah, je peux décider d'orienter mon regard Mhm. vers cette audience-là, vers cette population-là, et dire, bon, bah, si moi j'aime, si moi je suis compétent dans ma capacité à construire des maisons, et que j'aime ce métier, que je me plais à le faire, si je veux pouvoir continuer à le faire, tout simplement, il faut peut-être que je m'oriente vers ces personnes-là qui ont le budget, qui ont le désir, et qui donc vont pouvoir réussir leur projet. Et donc, je vais orienter mon regard vers la réussite, pas vers l'échec. Pas vers ce qui m'a. Je devais orienter mon regard vers ce qui peut me faire franchir la difficulté, pas vers ce qui peut m'empêcher de réussir. Donc là, on voit bien que la capacité à orienter son regard vers ce qui peut nous élever plutôt que ce qui peut nous enterrer est primordiale. Mhm. Mhm. Parce que, comme tu le dis avec beaucoup de justesse, l'énergie, elle est encore là, en fait. Juste, Complètement. elle s'est pas volatilisée. Comme l'argent, il est encore là. Il s'est pas volatilisé non plus. Donc, c'est aller intentionnellement suivre ce mouvement-là, là où il est, peut-être moins évident. Et je trouve ça extrêmement passionnant et créatif, en fait. Et tu as cité un mot très important de dire ah, j'aime mon métier. Quand on Oui, aime vraiment son métier, sa mission, ses clients, est-ce qu'on est prêt à faire cet effort-là? Parce que oui, c'est un effort de sortir de la masse et d'aller réorienter son attention. C'est pas facile. C'est une ah, bien sûr. vigilance de tous les jours. Mais est-ce que j'aime assez ce que je fais et qui je deviens en chemin pour faire cet effort-là? Hmm, on va bientôt arriver à la fin. J'aurai encore plein de questions. On pourra faire un épisode 2 si tu le souhaites. Avec plaisir. Il y a une question qui m'a traversé l'esprit là, en t'écoutant parce que j'entends beaucoup de passion pour tes deux métiers, puisqu'on peut dire que tu as deux métiers, même si évidemment ils se chevauchent et se rejoignent par bien des aspects. Qu'est-ce qui t'anime tant dans accompagner des entrepreneurs? Ah, il y a plein de choses. Oula, c'est une vaste question, ça. Euh, alors moi j'ai toujours, si tu veux, j'ai toujours aimé grandir. J'ai toujours aimé chercher à grandir d'une façon ou d'une autre. J'ai fait des arts martiaux et je fais toujours, j'enseigne des arts martiaux à haut niveau. Je suis sixième dan d'aïkido, donc tu vois, imagine bien que ça demande un certain travail, hein, environ une vingtaine d'années, on va dire. Donc, tu vois, et j'aime cette recherche de, de l'excellence, j'aime cette recherche de travail sur soi, de développement, voilà. Et bah, tout simplement, aider d'autres à le faire, c'est extrêmement gratifiant. C'est extrêmement gratifiant.
Alors, d'abord parce qu'on voir d'autres personnes grandir, moi je trouve ça extraordinaire. Et puis, mais accompagner ces personnes-là me fait me grandir. C'est-à-dire que au contact des personnes que j'accompagne, ben, je grandis, j'apprends. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais donner un conseil, une suggestion, une inspiration à nos auditrices et auditeurs entrepreneurs pour les booster sur cet élan de cette, allez, on va dire, on est encore au début de l'année, de cette nouvelle année. Qu'est-ce que tu as l'élan de partager comme mot de la fin? Hmm. Ben, je dirais que faites confiance en la vie. La vie, alors d'aucuns plus emprunts de spiritualité pourraient parler de l'univers ou d'autres choses, mais on va parler de la vie tout simplement. Je pense que la vie nous aime. Je pense que la vie, c'est bien souvent bien mieux ce qui est bon pour nous plutôt que nous-mêmes. Donc je pense que euh, ouais, ce que j'ai envie de proposer, c'est que chacun, chacune puisse faire confiance en la vie, euh, puisse être à l'écoute de ce que la vie lui propose. Peut-être que aujourd'hui, dans les auditeurs qui nous écoutent, il y a une personne qui a envie absolument de faire quelque chose. Et du coup, elle s'arc-boute là-dessus. Puis ça ne marche pas. Et elle s'entête. Et bien peut-être que tout simplement, la vie a autre chose de plus grand à lui proposer, en fait, sous une autre forme. Donc, comme on dit, lorsque deux personnes courent dans la mauvaise direction, le premier qui a gagné, c'est celui qui s'arrête. Hein. Donc, moi, ce que j'ai envie de proposer à ton auditoire, c'est c'est de voir ce qui se présente à eux, d'écouter, de regarder éventuellement quelque chose qui, parce que jusqu'à maintenant, ces personnes-là étaient vraiment focalisées sur une chose particulière, essayer de regarder, d'ouvrir le champ des possibles et de dire, OK, mais et si je faisais quelque chose différemment? Et si, voilà, et le monde du et si, hein, et si je pouvais y arriver différemment? Et si quelque chose de plus grand m'attendait ou de différent? Euh, et, et de, et de jouer le jeu. D'ailleurs, de le vivre comme un jeu. Il vaut mieux vivre comme un jeu que comme un enjeu. Donc, euh, voilà, c'est jouer. Jouer cette partition que nous propose la vie et être à l'écoute de cela. Et peut-être qu'il y aura, grâce à cela, une belle histoire à vivre. Mhm. Vous entendez le message de Sébastien, jouer à ici. Oui. J'aime beaucoup ce jeu du ici où que j'utilise aussi en me disant je me demande, tu vois, je me demande. Tu sais, dans cette expectative de foi de quelque chose qui peut m'émerveiller. Je me demande si et Hmm. si. Et Ouais, ouais. et puis il y a l'enfant intérieur. Souvent, quand on fait référence à l'enfant intérieur, on le fait à des moments où on parle de traumas qu'on a vécu ou de choses comme ça. Mais en vérité, je pense que se reconnecter à notre enfant intérieur, c'est-à-dire cette part en nous qui aime le jeu, qui se fait plaisir à tester, à essayer, euh, et à y aller, en fait. Il faut quand même se rappeler si on prend l'exemple d'un bébé qui commence à marcher, il tombe combien de fois avant de marcher? Il tombe des centaines et des centaines de fois. Est-ce que pour autant il s'arrête? Non. Il continue à essayer, il continue à jouer, il continue à tester, à faire des essais. Ah bon, alors si je mets mon pied comme ceci, est-ce que ça marche mieux? Non. Bon, alors on va essayer comme ça. Tu vois? Et je pense que en fait, c'est toujours le même principe. C'est tant qu'on, le véritable échec, c'est quand on arrête. Tant qu'on continue à essayer, tant qu'on joue le jeu, même si, voilà, il faut être prêt effectivement à changer l'angle de son pied, changer la direction de son regard, mais voilà, voilà. Et puis le faire avec juste pour le plaisir, retrouver du plaisir sur le processus.
Le plaisir dans le processus. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Alors pour celles et ceux qui voudraient te retrouver, on mettra les liens dans les notes du podcast. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les endroits privilégiés pour te retrouver? Ça peut être sur LinkedIn ou sur Facebook, tout simplement. Ok, bah, on mettra tes contacts dans les notes. N'hésitez pas à faire un petit signe à Sébastien. Il sera ravi de vous accueillir. Merci infiniment à toi, Sébastien. C'était un vrai plaisir de t'accueillir ici. Et pourquoi pas, rendez-vous pour un deuxième épisode. Merci Anne-Valérie, encore grand merci pour ton invitation et ouais, ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi euh, pour la réalisation de cet épisode. Merci. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.